Ça y est, le président Tshisekedi a finalement tenu son discours sur l'état de la nation. C'était aujourd'hui au Palais du Peuple, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Tous les aspects de la vie nationale ont été abordés au cours de ces grands orales du président Tshisekedi. Est-ce que peut-on parler d'un discours protocolaire? Est-ce que ces discours reflètent-ils les réalités que connaît le pays aujourd'hui? Ce sont là des grandes questions qui seront évoquées au cours de cette émission. Alors, pour en parler, nous avons le réel plaisir, cette fois-ci, de recevoir dans cette émission un invité habituel. Il est professeur d'université, professeur d'économie. Il est aussi député national élu de la FUNA. Il s'appelle bien Godin Mpoyi Kadima. Honorable Godin Mpoyi, bienvenue. Merci beaucoup, Charles Lequin. Merci. Voilà, c'est toujours pour nous une joie de vous recevoir dans cette émission, les débats congolais. Vous avez suivi le président Tshisekedi dans ses premiers orales, dans ses deuxièmes quinquennats, devant la nation. Le président Tshisekedi a fait le bilan de cette année. Comment avez-vous trouvé ces discours? Quelles sont en fait vos impressions après avoir suivi le chef de l'État? Je vais faire ma lecture scientifique. C'est que, en fait, tout le monde sait que nous avons un président éduqué. Ce n'est pas quelqu'un qui froisse les gens publiquement. Moi, ça, c'est ma lecture. Donc, moi, j'ai appris à lire les discours et les faits politiques du fait de ma modeste formation en sciences politiques. J'étais dans la salle, mais la façon dont moi j'ai décrypté ces discours, c'est que le président a voulu nous faire voir que moi je fais ma part, le gouvernement doit faire sa part. Parce que lorsque vous les suivez de bout en bout, il parle des mesures qui ont été prises sous son impulsion. Et ça, c'est ce que tout chef peut faire. Et j'ose croire que les gouvernements, et nous les députés, chacun a compris que le président met chacun de nous devant ses responsabilités. Donc il a vraiment responsabilité, en particulier le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat? Non, les différentes institutions. Parce que lorsqu'un chef vous dit que regardez les mesures qui ont été prises, parce que je vais vous donner un exemple. Lorsqu'ils partent de la cherté de vie à Kinshasa, il liste les mesures qui ont été prises par lui. Et il n'a pas évalué ces mesures-là. Donc, c'est-à-dire qu'il plaçait, à mon sens, le gouvernement devant ses responsabilités pour affiner davantage ces mesures et les évaluer. Et le Parlement, par ricochet, pour jouer son rôle de contrôleur. Et s'agissant, par exemple, des embouteillages, il a été clair. Il a dit que j'ai instruit qu'on puisse évaluer. C'est-à-dire que c'est le sentiment de quelqu'un qui dit que moi j'ai joué ma partition et j'attends la vôtre. Mais est-ce que vous pensez vraiment que ces discours reflètent les réalités que vivent les Congolais chaque jour? Ou bien c'était tout simplement un discours protocolaire? Non, non, il a présenté la réalité des faits, ce que lui, il a pris comme mesure et la situation dans laquelle se trouve la population. Donc, il n'a pas esquivé la mesure de la population. Il a listé les mesures qui ont été prises pour lesquelles il espère que cela va atteindre les objectifs pour lesquels elles ont été prises. Donc, il y avait de l'équilibre. Mais c'est un discours... je présume que ça a été un discours rédigé par des politologues et pour décrypter le vrai sens de ces messages, il fallait être très attentif.
et surtout avoir des lunettes politologiques. Pas politiciennes, bien sûr. Des lunettes politologiques. Alors, vous avez suivi certainement le président commencer par l'économie. Lorsqu'il présente la situation économique de notre pays aujourd'hui, il a noté les signes de solidité encourageants de notre économie. Et là, il dit exactement ceci. Au 27 novembre 2024, nos réserves internationales atteignent 6 milliards de dollars, couvrant 14 semaines d'importation, renforçant ainsi notre capacité à faire face aux incertitudes économiques. Nous avons stabilisé les cadres macroéconomiques, amélioré l'environnement des affaires et mobilisé des financements à des conditions plus favorables. Ces avancées ont élargi nos marges de trésorerie et permis au Trésor de financer des projets structurants. Pensez-vous aujourd'hui qu'on peut véritablement parler de la stabilité du cadre macroéconomique tel qu'évoqué par le président Tshisekedi ici? Je vous ai dit que les discours tenus par le président étaient un discours de haut niveau scientifique et ces discours n'étaient pas à la portée de tout le monde. Clairement, ce que moi j'ai cru comprendre, donc je souffrais quand même que je puisse m'en prévaloir de cette petite qualité, même si je ne suis pas plus intelligent que les autres. Vous savez, les discours politiques varient selon l'auditoire. Et ça s'apprend dans toutes les facultés des sciences de l'État et du pouvoir. Le président est très conscient de la souffrance de la population, mais le président a cherché à faire voir à son peuple que moi j'ai déjà joué mon rôle. J'ai demandé qu'on prenne telle autre mesure. Et ce n'est pas à moi d'aller faire le suivi de cela. J'ai un gouvernement, j'ai un parlement, et je pense que ces mesures seront bien appliquées. Donc il y avait de l'intelligence fine dans ces discours. Les discours ont bel et bien tenu compte des réalités, mais beaucoup de gens, je ne pense pas qu'ils vont saisir la vraie portée. Parce que vous allez suivre d'ici là, ça sera les insultes. Il s'est moqué de nous. Non. Il était. Donc, en fait, je vous dis, ce n'est pas tout le monde qui rédige un discours politique. Donc, on apprend aux gens dans des facultés des sciences politiques comment rédiger des discours politiques et selon les différents auditoires. Mais est-ce qu'on peut parler vraiment de la stabilité du cadre macroéconomique? C'est ça la question. Hein? Très modestement, je vais vous répondre que pour tous ceux qui à part l'économie, ont fait les sciences politiques, ont compris que le président a mis le gouvernement devant ses responsabilités. C'est ça l'intelligence qu'il y a dans ces discours. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas stabilité, mais il a seulement voulu demander au gouvernement de faire un effort afin de stabiliser le cadre macroéconomique. Il ne faut pas me donner vos mots à moi. Non, je pose des questions. Répondre que les discours étaient d'une très haute portée scientifique. Ce n'était pas à la portée de tout le monde. Le président a présenté de tout ce que lui a ordonné comme mesure et il met le gouvernement devant ses responsabilités. Et c'est ça qu'il faut retenir de manière globale de ces discours porteurs d'espoir. Et ces discours ne peuvent être concrétisés que si le gouvernement se remettait encore au travail. Parce que aujourd'hui, les problèmes de la République démocratique du Congo, ce ne sont pas des modélisations économétriques tarabiscotées. Donc aujourd'hui, le problème de la RDC est simple, c'est la mobilisation massifiée des recettes de l'État et la paye régulière des agents de l'État. Et le président était clair
en listant les efforts qu'il a fournis, il a abordé la question liée à la baisse des produits pétroliers, par exemple. du pétrole à la pompe. Ce sont d'énormes sacrifices parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dans cette baisse, au-delà du fait que sur la place internationale, les barils ont baissé de prix, mais il y a une subvention dans le cadre de ce qu'on appelle la fiscalité négative. Donc, soucier des soucis de son peuple, il a pris ces mesures-là pour priver les trésors publics d'une bonne partie des recettes et permettre à la population d'avoir les produits pétroliers à bon marché. Mais il a bel et bien demandé, par exemple, à ce qui concerne les embouteillages, que le gouvernement évalue les mesures qui ont été... On doit parler des embouteillages. C'est clair qu'il n'a pas été satisfait. On doit parler des embouteillages, mais lorsque le président dit que le taux d'échange a été stabilisé grâce à une gestion rigoureuse des finances publiques et à une étroite coordination entre les gouvernements et la Banque centrale. C'est une vérité? Tout le monde, nous sommes tous d'accord que le taux d'échange est resté stable. Mais lorsque le taux d'échange est stable, pendant que le taux d'inflation ne l'est pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est-à-dire, c'est à ce niveau-là que nous parlons de la stabilité artificielle. Mais le président ne s'est pas arrêté seulement là-bas. Il a exhorté également à toutes les institutions de fournir beaucoup d'efforts pour que le peuple puisse vivre son bonheur. Tout le monde le sait. La bonne foi, on peut douter de tout à ce qui concerne les premiers d'entre nous, mais la seule certitude qu'il est de bonne foi. Vous savez, même le Dieu Tout-Puissant, il est incapable de gérer les églises. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu il est au ciel. Incapable de gérer Les églises. les églises? Oui, oui. C'est pourquoi vous voyez que Dieu il est au ciel. Et ce sont les pasteurs qui gèrent ces églises à sa place. Et lorsque les pasteurs ne font pas correctement leur travail, ce n'est pas Dieu qui a failli. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ce n'est pas parce que peut-être il y a quelques pasteurs qui n'ont pas bien fait correctement leur travail qu'il faut dire que Dieu a failli. Donc le président, il est bel et bien dans sa vision, mais il y a un problème au niveau du gouvernement. Alors, comment expliquez-vous que l'on puisse parler de la stabilité du cadre macroéconomique, la stabilité du taux d'échange, que l'on puisse parler de réserves d'échange aujourd'hui à près de 7 milliards, parce que 6 milliards quelques, près de 7... 6 milliards 100 quelques, un record, ça, nous, c'est depuis qu'il est aux affaires que ces réserves ne font qu'augmenter. Et l'avantage, en fait, l'avantage d'avoir ces réserves d'échange importantes, c'est que ça nous permet de stabiliser la monnaie. L'avantage que le gouvernement actuel a, et que c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus surchauffe sur la place internationale, comme tel a été le cas l'année passée. Donc aujourd'hui, toutes les monnaies du monde sont en train de se stabiliser. Et c'est ce qui fait que du coup, l'inflation importée qui frappait la RDC n'a plus beaucoup d'effet aujourd'hui en République démocratique du Congo. Donc ce qu'on demande au gouvernement, c'est de mobiliser davantage de recettes. Payer régulièrement les agents de l'État. C'est seulement à cette condition-là que nous allons atteindre le taux de croissance de 6% comme les chefs l'ont dit. Mais à ce moment-là, quels sont les outils qu'on doit utiliser? C'est notamment le contrôle du rapatriement effectif des devises par les sociétés minières. Vous comprenez? Donc on ne peut pas continuer à se cabrer sur les gels des dépenses publiques, sinon ça va créer plus de problèmes. Et le président, dans son intelligence, il est en train de le démontrer. Je vous ai dit que tous ceux qui connaissent les présidents disent que c'est quelqu'un d'éduqué, il ne sait pas froisser les gens publiquement. C'est ainsi que lorsque vous suivez les discours du président de la République, il faut mettre des lunettes politologiques, pas des lunettes politiciennes. Donc bref, moi j'étais dans la salle, j'étais très concentré. Et je crois, si je ne m'abuse, je disais à mes voisins qu'ici,
on est en train de mettre chacun devant ses responsabilités. Lorsque le président vous dit que je demande que vous évaluez, ça veut dire tout. Vous savez, des hommes bien élevés ne vous disent pas que vous n'avez pas bien travaillé. Les hommes bien élevés, ils vous disent que je pense que vous devez améliorer. Et il faut faire très attention quand un blanc vous dit que vous devez améliorer, ou bien quand quelqu'un qui est resté pendant longtemps en Europe vous dit que vous devez améliorer. Donc c'est une façon de vous dire que monsieur, vous n'avez rien fait. Mais comment expliquer que l'on parle aujourd'hui du taux de croissance de 6%, on parle de la stabilité du cadre macroéconomique, de la stabilité du taux d'échange, mais la misère est là. La misère est là. Qu'est-ce qui explique cette contradiction? En fait, la conjoncture internationale maintenant nous permet de vivre la stabilité. Et c'est pour cela que je vous le disais, Charles Quint, que le gouvernement doit faire des choses. Mobiliser de manière massifier les recettes, payer régulièrement l'argent de l'État, mais cette fois-là, on va chercher à stabiliser la monnaie en contrôlant les rapatriements effectifs des devises par les sociétés minières. Et ça va compenser. Vous l'avez déjà dit, nous enregistrons aujourd'hui des impayements des grèves. Les professeurs d'université, par exemple. Naturellement, c'est pourquoi je vous ai dit que depuis que le président est aux affaires, j'ai eu la chance pratiquement de prendre part à tous les congrès. Mais les discours d'aujourd'hui étaient des niveaux très élevés, n'étaient pas à la portée de tout le monde. Et je vous dis, donc si vous demandez à tout politologue sérieux, si vous demandez à tout manager sérieux, pas les managers de fonction, mais les managers de formation, ils vous diront que ici, aujourd'hui, le président était venu établir des responsabilités des uns et des autres. Donc, ce n'est pas un... Mais il n'a pas évoqué les cas de grève. Hein? Non, c'est ce que j'ai dit. Donc, les discours étaient tellement élevés qu'il fallait suffisamment voler haut pour saisir ce que le président était en train de dire. Et je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais ce sont des choses qui appartiennent à un certain niveau. Et moi, comme il n'y avait pas assez de place du côté où les députés devaient s'asseoir, je me suis retrouvé par malheur ou par bonheur du côté où il y avait les membres de son cabinet. J'ai entendu des gens dire que c'est ça sa force, il n'aime jamais léser les gens publiquement. Il est bien éduqué. Mais quand vous lisez les discours, là, il faut les lire de bout en bout. Donc, les discours, en fait, ce n'est pas un seul paragraphe. Les discours, on les lit de bout en bout. Lorsqu'il vous dit qu'il faut évaluer, c'est-à-dire qu'il reconnaît quand même, il reconnaît qu'il y a des problèmes, il faut améliorer. Donc tout le monde n'a pas la culture de froisser les gens publiquement. Donc on peut avoir 6 milliards de réserves d'échange, mais on n'est pas payé les gens. Hein? Non, mais ne faisons pas payé les frais de fonctionnement, on n'est pas payé les professeurs. Ne faisons pas de l'amalgame. On ne paye pas les agents de l'État avec les réserves d'échange. Donc ça, c'est un détail. Hein? C'est vraiment un détail. Donc les réserves d'échange, ce n'est pas pour payer les agents de l'État. On paye les agents de l'État avec les... Donc on peut en avoir même 100 milliards de dollars, mais les gens... Non. Je voulais dire que c'est ça, parce que tout de suite là, ça va jaser, mais on a des réserves d'échange, pourquoi on ne paye pas? Non, les réserves d'échange, on ne les utilise pas pour payer les agents de l'État. Ça, c'est vraiment la gestion des risques, surtout pour des économies extraverties comme les nôtres. Ce sont ces réserves qui vont nous permettre de garantir la stabilité monétaire, surtout dans cet environnement de paiement. Mais est-ce qu'on peut avoir les réserves d'échange, par exemple, de 100 milliards de dollars et continuer à avoir les gens non payés? Est-ce que ça s'explique? Parce que le commun des mortels ne peut pas comprendre ça aussi. Je pense que c'est ça le problème. Ne confondez pas les réserves d'échange avec les recettes du trésor. Donc ce sont des choses différentes. Donc les réserves d'échange, comme j'étais en train de vous le dire, ça fait partie de la gestion des risques macro-sociologiques. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une économie extravertie,
vous devez vous assurer que vous avez suffisamment de devises pour renouveler les stocks de marchandises à importer. C'est ce que ça veut dire. C'est vrai que dans des pays... Ça n'a aucun impact sur le social, sur... Non, ça a un impact. L'impact, c'est de servir à la stabilité de la monnaie. Mais on ne va pas prendre les réserves de change pour payer les agents de l'État, ça n'existe pas. Sauf que dans des pays où l'économie est stable, on peut, parce que là, je vais quand même rencontrer un débat qui avait eu lié à son temps. Je crois que c'était dans le cadre du programme de 100 jours. J'entendais les gens dire, mais on a touché même aux réserves de change. Mais les réserves de change, ce n'est pas une femme mariée à laquelle on ne peut pas toucher. Donc lorsque vous allez dans des pays comme le Singapour, vous allez voir qu'ils prennent les réserves de change, ils investissent et ils en tirent profit. Pourquoi? Parce que leur économie est stable. Mais nous ne pouvons pas nous les permettre, tout simplement parce que nous sommes une économie extravertie et dans le contexte de la permacrise, ce n'est pas conseillé. Mais lorsque l'économie est stable, lorsqu'on est sûr d'avoir des recettes supplémentaires, ça ne pose aucun problème. On peut s'en servir pour une petite durée et les reconstituer rapidement. Mais dans les contextes actuels, on ne peut pas se les permettre. Donc, et là encore, je voudrais expliquer que les réserves d'échange, leur poids économique varie selon les contextes. Donc dans les pays comme les nôtres, lorsque les réserves d'échange augmentent, cela veut dire que la gouvernance macroéconomique s'est améliorée dans ces pays-là. Et je vous dis que ces réserves sont à 6 milliards depuis bien d'années. Donc c'est ce qui démontre que les choses évoluent quand même positivement. Mais maintenant, comment ça se passe? Vous allez voir que les États-Unis, par exemple, leurs réserves d'échange, c'est à peine... c'est autour de... À un certain moment, c'était autour de 120 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où les dollars étaient maîtresses, donc en tant que monnaie, étaient maîtresses des marchés, donc les États-Unis ne craignaient rien par rapport à l'inflation parce que c'était leur monnaie en fait qui régentait toutes les opérations commerciales. Mais lorsque vous êtes en Chine et même pratiquement dans les sud-est asiatiques, vous allez voir que leurs réserves d'échange sont très importantes. C'est au niveau de 3 000 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'en Asie, on peut tout dire. En Asie, il y a encore l'instabilité financière. Et c'est pour cela que la Chine elle-même n'est pas encore un État développé, elle est un État émergent du fait de sa démographie. Vous comprenez? Donc, nos réserves ont bel et bien augmenté, une prouesse, mais ce ne sont pas les réserves d'échange qui permettent à l'État de rémunérer ses agents. C'est pour cela que le gouvernement a l'obligation de mobiliser davantage des recettes pour que la paye soit régulière. Donc lorsque la paye est régulière, vous résolvez plusieurs problèmes au même moment. Non seulement que vous matez les remous sociaux, mais vous êtes en train de soutenir la croissance par la demande. Vous comprenez? Donc, c'est ce que ça veut dire. Mais bref, je vous dis, moi j'ai eu le temps, depuis que le président est là, j'ai pris part pratiquement à tous les congrès. Les discours d'aujourd'hui étaient un discours qui n'était pas à la portée de tout le monde. Très bien. Alors, vous avez suivi, le président évoquait aussi la question de la baisse des prix des produits alimentaires. Il y a 8 produits au total qui ont baissé les prix. Est-ce que pensez-vous que ça, c'est vraiment une mesure sanitaire? Une telle mesure éphémère peut-elle être sanitaire pour qu'elle soit évoquée dans un discours comme celui-là? Non, mais je crois que le président a demandé que certaines mesures soient évaluées. Donc, c'est quand le gouvernement aura fini d'évaluer ces mesures que nous pouvons prendre des positions tranchées. Donc, il faut vérifier au marché quelles sont les tendances, au marché, quelles sont les tendances en recettes,
c'est à ce moment-là qu'on va tirer des bonnes conclusions. Lui-même, il a demandé au gouvernement d'évaluer. Mais on a vu, c'est récemment que les ministres de l'économie, avec les opérateurs économiques, ont pu faire une déclaration par rapport à la baisse des prix de ces produits-là. Qu'est-ce qui fait que ces mesures soient prises, par exemple aujourd'hui, à la fin de l'année, au lieu que ça reste de manière pérenne? Parce que vous avez suivi aussi le président évoquer la question de la suppression de la TVA. Naturellement, donc, moi j'ai été très heureux hier lorsque j'ai vu le gouvernement recevoir les opérateurs économiques. C'est ce que moi et vous avons demandé depuis bien d'années. Donc il y a certains membres du gouvernement qui veulent gérer le pays par défi. Ils prenaient des décisions dans leur bureau climatisant, sans associer les opérateurs économiques. J'ai eu à dénoncer ça maintes fois sur votre plateau. Maintenant qu'ils se ressaisissent, j'ose croire qu'ils vous ont suivi. C'est ce qui devait être fait depuis longtemps. Hein? Aujourd'hui, là, donc, les opérateurs économiques, ce sont des créateurs de nouveaux foyers de richesse. Ils méritent notre considération. Je ne dis pas qu'ils sont sains. Mais lorsque vous prenez vos mesures seules, vous allez les appliquer seules. Je suis content que le gouvernement se soit ressaisi et nous allons observer, voir ce que ça va donner d'ici là. Donc, il y a quelques mois, ces mesures étaient prises pour la baisse des prix des produits laitiers, des denrées alimentaires. Je dis sur votre plateau que ces mesures-là, lorsqu'on n'associe pas des opérateurs économiques, ça ne marche pas. Mais même lorsque vous avez suivi les représentants de la FEC, mais il a fait sa déclaration. Il a ajouté les si. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours des conditionnalités. Tout ce que moi je demande, c'est que pour l'avantage, pour l'avancée de notre pays, le président de la République a mis chacun de nous devant ses responsabilités, que la FEC joue sa partition, que le gouvernement joue sa partition et que le Parlement joue également la partition. Est-ce qu'il y a possibilité que la baisse des prix de ces produits-là reste pérenne? Est-ce qu'il y a possibilité que cela reste pérenne au lieu que ce soit circonstanciel et éphémère, comme ça a toujours été le cas parfois, hein? Je voulais vous dire qu'en économie, il n'y a pas de solution immédiate à des questions structurelles. Je préfère vous le dire brutalement. Je le répète, en économie, il n'y a pas de solution immédiate à des questions structurelles. Ça, ce sont des mesures conjoncturelles que le président vient de prendre pour permettre à la population de fêter. Mais les grands défis, comme lui-même le chef l'a dit, c'est de produire davantage. Parce que peut-être vous n'avez suivi que ça qui vous intéresse, mais il a parlé de bien des choses. Il a parlé... On va en parler. Depuis 1000 km, oui, certes agricoles. Oui, tout à fait. 11 000 km. 11% même du budget accordé à l'agriculture dans le budget 2025. Hein. Oui, tout ça, c'est en perspective de la diversification relative de la production. Donc, en économie, il y a des mesures à court, moyen et long terme. Voilà un peu ce qu'il faut retenir de cela. Mais le chef a donné des orientations. C'est maintenant au gouvernement de montrer de quoi il est capable. Vous savez, il n'y a pas un livre qui enseigne le management mieux que la Bible. Que la Bible? Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, donc j'ai une petite chance à rédiger des thèses. Pas des thèses, mais j'ai un léger avantage d'avoir rédigé notamment une thèse en gestion et une thèse en management. Donc, vous allez voir qu'il n'y a aucun livre scientifique qui parle du management public comme la Bible. Regardez, le pharaon fait un songe. Pharaon fait un songe. Lorsque vous lisez, vous croyez que c'est seulement la Bible, mais c'est de la haute science dedans. En fait, les songes de Pharaon,
C'est ce qu'on appelle un management projet de société. Vous comprenez? Alors, lorsque le rôle d'un roi, c'est de faire des songes. Ce n'est pas au roi de matérialiser les songes. Et lorsque le pharaon fait les songes, c'est Joseph qui va apporter de l'intelligence à ces songes. Donc, si le plan finement scientifique il est démontré que Pharaon, c'est le président, Joseph, c'est le gouvernement. Donc, le président donne des orientations, mais c'est au gouvernement de matérialiser ces orientations en y mettant suffisamment de l'intelligence. C'est ce que ça veut dire. Donc, maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. C'est au gouvernement de mobiliser davantage de recettes. C'est au gouvernement de s'assurer que le rapatriement des devises par les sociétés minières est effectif. C'est au gouvernement de faire tout pour payer les agents de l'État à temps. Pourquoi c'était très important par rapport à notre économie? Le gros des travailleurs congolais, c'est dans le secteur public. Donc lorsque vous les rémunérez à temps, vous résolvez plusieurs problèmes au même moment. Oui. Mais ça peut aussi occasionner la dépréciation. Non, non, faut pas. À ce moment-là, donc il faut disparaître comme État. C'est du n'importe quoi. Il y aura surliquidité et ça entraîne. C'est du n'importe quoi. La surliquidité, ce n'est pas ça. La surliquidité, c'est lorsque la masse monétaire est supérieure à la quantité de biens et de services. Donc c'est de l'économie. Il ne faut pas nous parler de choses comme ça. Des choses comme ça, on peut dire ça à vous, mais pas à nous. Très modestement. Donc la surliquidité, c'est quand la masse monétaire est supérieure à la quantité de biens et services disponibles. L'inflation à laquelle nous faisions ou nous faisons encore face, c'est une inflation importée. Ce n'est pas une inflation monétaire. Non, ne mélangeons pas de pinceaux. Je vous ai toujours dit qu'il y a 4 types d'inflation. Il y a l'inflation par la demande, il y a l'inflation par l'écoute, il y a l'inflation monétaire et il y a l'inflation importée. C'est le cas de la RDC. Vous comprenez? Donc, lorsque vous avez un taux d'échange stable, mais déconnecté du taux de l'inflation, c'est-à-dire qu'il y a un problème qu'il faut résoudre rapidement. Alors, honorable Godin Poyi, le président de la République a parlé aussi de la gratuité des accouchements. Aujourd'hui, il dit que les résultats sont très encourageants parce que plus de 1,3 milliard, qu'est-ce que je dis? Plus de 1,3 million femmes ont bénéficié de ces services dans 4300 établissements de soins, tandis que 1155 structures ont été équipées et 454 000 enfants malnutris ont été pris en charge. Ces efforts, le président continue, ont entraîné une baisse de la mortalité non natale et une augmentation de l'espérance de vie des Congolais. Vous, en tant qu'homme d'église, un acteur social aussi, acteur politique, lorsque vous voyez de tels résultats, est-ce qu'on peut dire que le pays a connu un bond en avant ou a fait un saut qualité? Quand il y a ce genre de choses, on ne dit pas que le pays a très avancé, mais on dit que maintenant il a de l'espoir. Oui, parce qu'il y a de l'espoir pour l'avenir, parce que ce sont des choses qui n'existaient pas. Donc quand il y a quand même des efforts qui ont été fournis, il faut les reconnaître. Mais ce n'est pas ce que les gens attendent encore. Mais au moins ça suscite de l'espoir. De ce côté-là, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, qu'on puisse reconnaître que ce sont des choses qui ne se faisaient pas par le passé. Pour une population de plus de 100 millions d'habitants, et c'est telle statistique, ça ne représente absolument rien là. Même les voyages de 1000 km commencent toujours par un pas. Vous comprenez? On ne dit pas que c'est ce qu'on attendait,
Mais ça suscite de l'espoir parce que ceux qui ont bénéficié de cela, ils sont contents. Et ceux qui n'ont pas encore bénéficié de cela, parce que le président lui-même a parlé de 15 provinces. 13 provinces. Ça suscite déjà de l'espoir. J'ai le discours ici, il a parlé de 13 effectifs dans 13 provinces avec une extension à l'ensemble des provinces en 2025. Je vous les concède. Même ces 13-là, donc, et ils sont contents, mais ça suscite aussi de l'espoir ailleurs. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre cela. On ne dit pas qu'on a résolu toute la misère des Congolais, mais ça a été cité pour faire voir qu'il y a quand même, au-delà de la souffrance, il y a quand même des efforts. C'est une façon de vous dire que même si vous souffrez, mais je m'occupe de vous. Alors, concernant les infrastructures, hein, le président de la République a dit ceci. Je vais lire aussi un extrait de son discours. L'avenant au contrat minier signé avec le groupe d'entreprises chinoises GEC a débloqué des fonds pour entreprendre d'urgence les travaux de voirie de la ville-province de Kinshasa, dont la construction des rocades, la route Mboudi, patati patata. Et il a énuméré un certain nombre de provinces qui vont bénéficier de la construction des routes. Au total, 7000 km de routes. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que les Congolais vivent, des routes construites, des routes qu'on qualifie à usage unique, honorable Godempoy, et vous l'avez toujours dénoncé, est-ce qu'on peut espérer finalement qu'avec ces contrats chinois révisités, que le problème sera cette fois-ci réglé avec des routes de qualité? Et vous, en tant que parlementaire, député, qu'est-ce que vous allez faire pour que l'on ne puisse pas encore retomber dans l'état décrié hier et aujourd'hui même? Moi, j'ai un grand regret. J'ai un grand regret parce que depuis que ces routes se détériorent, ça fait plus de 10 ans qu'on a des routes qui ne durent que 3 mois, maxi 6 mois. Personne n'est interpellé, ne fût-ce que par un OPJ. Donc tous ces docteurs en droit, et leur problème, c'est seulement quand il faut vendre les maisons de l'État. Mais il n'y a personne. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un silence coupable. Tous les champions de la bonne gouvernance. C'est pour cela que moi, quand le président parlait, j'ai pensé au président Joseph Kabila, lorsqu'il disait qu'il n'avait pas 15 personnes. Ce n'est pas au président d'aller chercher à savoir qui a détourné l'argent dédié à la construction des routes. Pourquoi nous avons des magistrats? Pourquoi nous avons des services d'audit? Pourquoi nous avons le Parlement? Pourquoi nous avons tant de services? Donc, je suis tenté de croire que le président aussi n'a pas 15 personnes. Donc, je suis tenté de croire, je ne l'affirme pas. Parce que c'est clair. Vous voyez même l'argent là de 7 milliards des Chinois dont on parle. Mais il y a des sociétés pirates qu'on est en train de créer à la va-vite pour attribuer encore les marchés dans les mêmes conditions. Mais vous essayez de tromper vous. Vous allez me rencontrer sur votre chemin. Ça a déjà commencé. Mais je vous dis, le premier décaissement a déjà eu lieu. C'est pour cette raison-là que le budget 2024 a été modifié. Donc, il y a des gens, ce sont de vrais paresseux, ces gens-là. Le seul travail qu'ils savent faire dans leur vie, c'est de signer des papiers pour voler. C'est le seul travail qu'ils savent faire. Donc, si les 7 milliards-là que le président a arrachés auprès des Chinois, et ils se frottent déjà des mains. Non, on ne va plus vous permettre de rééditer ces mauvais exploits. Ce n'est pas le président qui doit aller faire ça. Tous ces services qu'il y a ici, justice, contrôle administratif, contrôle juridictionnel, contrôle politique, silence des morts.
Mais vous avez aussi, les députés ont initié une motion contre les ministres des Travaux publics et infrastructures. J'ai dit ceci. Les résultats, c'est quoi? J'ai dit ceci. Silence des morts. Est-ce que nous nous aimons encore? Vous avez appris ce qui s'est passé à Sainte-Anne. Il y a un élève qui a été électrocuté à la suite des pluies diluviennes d'hier. Le sang de cet enfant va retomber sur la tête de tous ceux qui volent l'argent de nos routes. Pourquoi cet enfant-là est mort? C'est parce que ces gens ont volé l'argent. Les égouts sont bouchés. Est-ce que ça doit continuer comme ça? Ce n'est pas le président qui doit aller faire ce travail-là. Ça, c'est le gouvernement d'abord. C'est cette paresse que moi je dénonce. C'est cette paresse. Donc, dans les 7 milliards de Chinois, là, il y en a déjà qui ont déjà fait des programmes qu'ils auront des milliards. Vous allez voir. Alors, si vous êtes fort cette fois-ci, osez toucher à ces 7 milliards de dollars, vous allez voir ce qui va se passer sur cette ville. Et les gens qui font ces histoires, parmi eux, il y en a qui prient. Donc, pendant que nous prions à Lingala dans nos églises, et ils parlent en langue. Donc, les langues des sorciers alors. Comment un pasteur peut voler l'argent de la République? Comment un chrétien peut voler l'argent de la République? Où va le pays? Et ils appellent ça bénédiction. Ça, ce ne sont pas des bénédictions, ce sont des malédictions. Donc, ça, je vous l'ai dit. Les 7 milliards là des Chinois pour lesquels vous êtes en train de faire des programmes, que vous allez acheter des bateaux et avions, vous détrompez-vous, monsieur. Vous allez voir, celui qui va toucher à ces 7 milliards-là, vous verrez ce qui va se passer sur cette ville. Alors, honorable Godin Poy, la question des embouteillages, le président en a parlé. Est-ce qu'une question comme celle des embouteillages, notamment à Kinshasa, où il y a des responsables, des élus, les gouverneurs de la ville, ça doit figurer dans les discours sur l'état de la nation? Comment avez-vous trouvé quand même cette histoire? Parce que ça devient aujourd'hui scandaleux de voir des gens chaque jour ici parler de ça. Vous savez, mon ami Charles Quint, entre la souris et l'éléphant, il n'y a pas de rivalité. C'est ça le problème de la RDC. Les castings, ça ne nous dit rien. 80% des postes de responsabilité dans notre pays, que ce soit dans nos administrations, que ce soit dans nos institutions, sont attribués selon le lien de sang et de sentiments. C'est pourquoi on en arrive là. Donc, il y a même des gens qui cherchent à ce que le président commence à gérer l'assainissement. Mais ça, c'est insulter les présidents. Pour déboucher les caniveaux, le président doit intervenir. Mais c'est stupide. Je retire, le mot est très fort. Je retire. Lorsque vous lisez la Constitution, dans ces dispositions combinées des articles 202, 203, 204, il est clairement dit que l'aménagement et la voirie relèvent des prérogatives des provinces. Vous comprenez? Et les questions liées à l'assainissement, par exemple, de la ville de Kinshasa, s'étudient avec méthode. On ne peut pas se réveiller comme ça. On fait la compilation des anciens rapports du Fonds monétaire et dire qu'on veut... Non. Cette ville, d'abord la ville de Kinshasa, c'est quoi? La ville de Kinshasa, c'est une ville qui est bâtie sur la montagne. Ça, beaucoup de gens peut-être ne le savent pas. Donc lorsque vous observez cette ville, les Belges l'avaient bâtie sur la montagne. C'est ainsi que nous, quand on était enfants, nous qui habitons Pigeon et Ypen, on nous appelait les enfants de Montikil. Donc ce n'était pas un sobriquet. La Montikil, c'est une petite montagne. Donc lorsque vous regardez Kinshasa, généralement le sud, bien sûr avant l'agrandissement de la ville,
Les sites étaient sur la montagne et les Belges avaient effectué cette construction-là pour notamment faciliter l'évacuation des eaux usées. Et cette ville est traversée par au moins 20 rivières. Et comme Dieu nous aime, nous avons bouché tous les caniveaux. Et ces 20 rivières constituent en fait une sorte d'exutoire d'eau quand il plaît. Quand il pleut, voudrais-je dire. Et donc, lorsque vous voulez combattre les embouteillages dans la ville de Kinshasa, combattre l'insalubrité, il faut connaître ses fondamentaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que aujourd'hui, tous les égouts, à 80% sont bouchés. Bouchés par qui? Pas par les petits peuples là qui souffrent. Par les immeubles de ceux qui nous insultent aujourd'hui. J'ai un fichier par rapport à cela et nous avons dressé un programme quant à ça un rapport quant à ça en 2019. Les immeubles des gens qui ont construit sur les caniveaux sont identifiés, connus et reconnus. Donc, ce sont ces gens-là qui ont bouché les égouts. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous bouchez tous les égouts, comme la ville est construite sur une montagne, toutes les eaux de pluie ont tendance à se diriger vers les rivières. Quelle est la conséquence? Ce sont des érosions, ce sont des inondations. Pourquoi des érosions? L'eau n'a pas trouvé par où passer. Pourquoi les inondations? En fait, les rivières ont un lit habituel. Avec ces eaux maintenant qui sont déversées de manière désordonnée, les lits des rivières deviennent petits et du coup, il y a un refoulement d'eau. Et les grands ennemis de la chaussée, c'est l'eau. Ça, c'est ce qui concerne les inondations et les embouteillages. Vous comprenez? Alors maintenant, ce qui concerne les embouteillages, il y a des explications par rapport à ces embouteillages. L'explication nodale, c'est la détérioration rapide des routes internes. Aujourd'hui, vous voulez régler ces embouteillages, il faut réhabiliter les routes internes. Et pour réhabiliter ces routes internes, on n'a pas besoin de demander à Dieu l'argent pour cela. Ceux qui ont volé l'argent de ces routes sont connus. Ils sont vivants sur cette ville. Ils roulent gardés par la police. Vous les arrêtez. Nous ravissons leurs maisons. Ces maisons en procédure de flagrance. Nous allons les hypothéquer à la banque. Nous construisons les routes. Et les maisons qui vont rester, ça va aider aux conseillers communaux d'avoir des sièges. Et est-ce que si nous faisons ça, vous pensez que Jésus va mourir encore? Et donc, ça c'est la première explication. Parce que les gens parlent des embouteillages, ils parlent des choses qu'ils ne comprennent pas. Le deuxième facteur explicatif de ces embouteillages, c'est l'exode rural. L'exode rural. Par instinct de confort. Aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a des provinces qui ont été négligées pendant longtemps. Quelles sont ces provinces? C'est les Bandundu, c'est l'espace Kassai, c'est l'Équateur, un peu la Grande Orientale, un peu le Congo central. Mais par instinct de confort, ces gens-là, ils vivent dans des provinces où il n'y a ni électricité ni eau potable. Par instinct de confort, ils se dirigent vers Kinshasa. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous venons de dépasser les seuils de 20 millions d'habitants. Donc, même quand on va faire des routes, ça va se décongestionner, mais il faut penser comment bloquer méthodiquement cet exode rural. Et ça, c'est facile à faire, comme nous avons déjà le PDL 145. Avec le PDL 145, vous essayez un peu d'arranger les infrastructures, ces gens vont retourner sans problème. Le troisième élément, en 2019, la ville de Kinshasa avait 650 000 véhicules. Lorsque nous on quittait, il y en avait déjà 1 300 000. Donc ça veut dire qu'il y a plus de véhicules
que par le passé. Et quelle est la solution? Nous l'avons déjà trouvée. Et des motos aussi, hein? Oui. Quelle est la solution? Nous l'avons déjà trouvée pour vous. C'est pour cela que nous avons lancé les projets Metroki. En quittant la ville, nous avons laissé 750 millions de dollars démobilisés pour ce projet. Donc, il suffit qu'on les démarre. Et je pense que... Voilà. Alors, la toute dernière question, et vous allez répondre ça de manière vraiment brève, c'est la réforme constitutionnelle annoncée par le président Tshisekedi. La réflexion nationale dont il a parlé, est-ce que, honorable Godin Poyi, vous ferez partie de la commission? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette annonce solennelle faite par le président de la République devant vous qui êtes représentant du peuple? Bon, ce n'est pas moi qui veux constituer la commission. Donc je ne sais pas qui y prendra part. Les seuls conseils que je peux donner à la République, c'est qu'il faut que cette réflexion se fasse en 2 temps. En 2 temps? Oui. Donc, au niveau de la première phase de cette réflexion, je veux qu'elle soit essentiellement scientifique. C'est-à-dire, dans chaque domaine, on cherche les personnes les plus capées. Donc, malheureusement, vous savez comment ça se passe chez nous. On va encore chercher à arrondir les angles pour y amener copains, copines et copains. Et finalement, ça va galvauder la qualité de la production intellectuelle. Le seul conseil que moi je peux donner à la République, c'est que la réflexion doit se faire en 2 temps. Donc, dans un premier temps, une réflexion scientifique avec les scientifiques connus et reconnus en tant que tels. Ils font d'abord un travail scientifique et la deuxième phase, ça sera une réflexion politique, mais avec la participation de la commission scientifique. Vous comprenez? À ce moment-là, donc, la classe politique va essayer de tropicaliser ce qui a été fait par rapport à nos réalités et aux vrais intérêts du pays. Et au bout du bout, moi je souhaite qu'on puisse interroger le peuple. Et si nous le faisons comme ça, ça va nous permettre d'avoir une constitution qui peut nous aider à aller de l'avant. Mais si les copinages d'État s'y mêlent, je pense qu'on va encore y revenir. 2 mois après, ça ne sera pas bien pour l'avancement de notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Godin Poyi. Merci pour cet honneur que vous me faites. Vraiment, c'est un plaisir pour nous. Mais je le répète, les discours présentés par le président aujourd'hui n'étaient pas à la portée de tout le monde. Je nous conseille de ne pas les commenter de manière hasardeuse. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que le président a démontré sa bonne foi, a reconnu les difficultés de son peuple et il a demandé au gouvernement, au Parlement, pour que chaque camp prenne ses responsabilités. Très bien. Merci beaucoup, honorable Godin Poyi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne et partagez aussi cette émission dans vos groupes partout, groupe WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine, Débat Congolais.